L'avion a depuis quitté Dakar, atterrissage forcé à Lomé avec mes chers invités, Horus Donkovi, Adam Adjornou et Germain Poli. On va parler donc de l'ancien Premier ministre Yaovi Agbouibo qui sera inhumé cette semaine, décédé le 30 mai 2020 à Paris. La dépouille du fondateur du parti politique Comité d'action pour le renouveau sera conduite à sa dernière demeure ce samedi 11 décembre 2021 à Couvé dans la préfecture de Yoto, son village natal. Adam Adjornou, qui était Yaovi Agbouibo? Yaovi Agbouibo d'abord est connu sur plusieurs plans d'abord politiques, qui a été pratiquement le dernier rang de toute sa vie, parce que vous savez ce sont les pionniers de l'aide démocratique au Togo, même bien avant la démocratie. C'est ce porteur des droits de l'homme. Il fut également pionnier de la création de la CNDH, un passerelle qu'il a toujours porté haut sur le continent, puisque vous savez, c'est une idéologie, une idée importée, mais également qui a fait ses preuves sur le continent africain. Beaucoup s'en ont inspiré. Et donc je pense que cet idéal-là qui a porté lui ont permis également de ressurgir sur la scène politique au moment du multipartisme. Je veux parler des années 90 où on a connu l'ère démocratique dans nos pays et il fait partie donc de tous ces acteurs-là qui ont eu plus ou moins un passif non glorieux en termes politiques jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, il fait partie, au-delà de tout ce qu'on lui reconnaît, c'est vrai que nos traditions africaines, lorsque on vient à perdre un illustre disparu comme Maître Yaovi Agbouibo, qu'on ne puisse pas s'appesantir sur un certain nombre de passifs qu'il porte, mais il est essentiellement bon que l'on puisse également révéler sur le fait que c'est quelqu'un qui a été viscéralement attaché à son parti politique et qui n'a jamais voulu en fait passer la main. Et cela a créé donc cette dissidence. Jusqu'à son dernier souffle. Oui, une petite où Karma, lorsqu'il a passé la main de Diapéron et qui voulait, il a tissé les ficelles pour reprendre le parti politique, cela a conduit à cette scission-là qui a permis de créer aujourd'hui la FDL, qu'il ne fallait pas. Donc, il fait aussi partie de ces acteurs-là qui ont contribué à fragiliser un peu l'environnement politique essentiellement de la classe politique de l'opposition. Mais ce qu'il faut reconnaître également, je pense que tous ces acteurs-là le pleurent actuellement. Et je pense qu'en partie, Maître Dodi Apévon l'a dit lors de la célébration de l'anniversaire de son parti politique en disant que voilà, il a reconnu la déliquescence de l'opposition togolaise et qu'il faudrait donc réinventer. Quelque part, je pense que Maître Yaovi Agbouibo était celui-là de tous les temps lorsque on sentait véritablement qu'il y a, disons, cet environnement politique lié à l'opposition qui venait donc de perdre la face. Il est toujours cet acteur-là qu'il a toujours porté haut et a ressuscité avec des mécanismes qu'il avait de rassemblement de tous ces acteurs-là. Peu importe ce qu'on disait de lui, il essayait véritablement donc de fédérer tous les acteurs autour de lui et de refonder, de ressusciter en fait cet environnement-là. Ce qui est aujourd'hui rare, il n'y a plus d'acteurs qui puissent donc le porter. C'est vrai que tout le monde tente à dire aujourd'hui que, voilà, au niveau de l'environnement politique togolais, il faudrait qu'on ait un leader qui puisse ressusciter cet environnement lié donc à la classe de l'opposition. Mais personne n'a pu aujourd'hui porter ce manteau-là pour fédérer tous ces acteurs-là. Donc c'est en ce sens que tout politicien se souviendra de Maître Yaovi Agbouibo. S'il était là aujourd'hui, on sent véritablement sur des pesanteurs liés aussi à la crise sanitaire, etc., qu'il est très difficile de pouvoir ressusciter avec des questions politiques, mais s'il était là, il trouve toujours l'alchimie indispensable pour ressusciter cet environnement-là. Mais au même moment, je pense que mieux vaut tard que jamais, il faudrait quand même qu'à partir du moment où tous ces acteurs-là savent pertinemment que c'est un acteur qui était là qu'on a perdu aujourd'hui et qu'il est opportun de pouvoir donc fédérer ces énergies-là pour ressusciter, disons, cette classe d'opposition dont a besoin également la mouvance, parce que à partir du moment où vous voulez véritablement avoir un environnement digne de ce nom en termes politiques, il faudrait qu'en face vous ayez une opposition qui réponde. Aujourd'hui, on n'en a pas du tout. Et ça, je pense que aussi bien au niveau de la mouvance présidentielle qu'au niveau de l'opposition, il est très difficile de pouvoir donc fermer la page de Maître Yaovi Agbouibo lié à cet idéal-là. Il y a plus d'un an que la personne a perdu, a tiré révérence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça valait la peine qu'on puisse véritablement
lui donner les honneurs dignes donc en son rang. C'est en ce moment qu'on a attendu qu'on puisse arriver, disons, à avoir un environnement assez propice pour lui offrir, disons, ces honneurs-là. Je pense que le moment est bien choisi et ce week-end-là, il serait véritablement conduit à sa dernière demeure, comme venez de le dire tantôt. Une veillée de prière en mémoire de l'illustre aura lieu ce vendredi 10 décembre et après son inhumation prévue pour le 11 décembre 2021. Une messe d'action de grâce sera dite au nom de l'illustre disparu Germain Pouli. Vous connaissez également l'ancien Premier ministre, Maître Yovi Agboibor. Oui, j'ai eu la chance qu'il m'accorde une longue interview. Lui-même choisissait les moments où il veut parler. Quand vous lui demandez une interview, il vous donnera une date un peu lointaine. Il choisit les moments où il veut se faire des sorties en réalité. Et donc, je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu, j'étais à un défilé du 27 avril. Je suis allé le saluer. Et puis, il m'a donné 3 ou 4 mois là pour m'accorder une interview qui finalement n'a pas eu lieu. Mais ce que je retiens de l'homme, c'est un grand stratège politique. Pour avoir réussi quelque chose qui n'a jamais été réussi au sein de l'opposition togolaise, c'est sa victoire provisoire, en tout cas en 1994 aux élections, devant le RPT. Et après, on a vu le micmac politique et les incompréhensions qu'il a eues avec Edem Kodjo qui ont fait que finalement l'opposition a raté la première occasion de faire l'alternance dans ce pays. Donc, pendant longtemps, certains militants de l'opposition en ont voulu à ces deux personnalités-là parce qu'elles avaient l'occasion d'avoir partiellement le pouvoir, donc de chercher le pouvoir suprême, ce qui n'a pas été fait. Mais globalement, Maître Agboibor reste un grand combattant de la liberté. Ouais, je ne dis pas ça pour dire qu'il faut que dire du bien des gens, mais aujourd'hui il laisse un héritage assez difficile à préserver parce qu'il n'a pas su partir au bon moment. Il a semblé partir, on a applaudi parce qu'il était le premier véritable leader de l'opposition à passer la main, mais il est revenu prendre son parti et on a vu la scission et aujourd'hui il s'en va laissant un parti qui va être difficile à redresser et je ne sais pas quel héritage politique il va laisser à Jean-Kissi et aux autres cadres du CAR. Mais sur le plan démocratique, on lui doit la normalisation, la prouesse démocratique du Togo, parce qu'il a été ce Premier ministre-là qui, en 2007, a organisé la première véritable élection et reconnue transparente par toute la communauté internationale et la communauté nationale. Je parle des législatives de 2017. Donc après la PGI, il a été ce Premier ministre-là. Et il a perdu des plumes à ces législatives, justement parce que, au vu d'une certaine opinion, il a cessé d'être opposant à partir du moment où il a géré. Et les gens ont oublié qu'il a géré la primature sur la base d'un accord. Et ça va rester un peu le déclin de Maître Agboibor. Il n'a pas su capitaliser ce travail qui a été fait avec le président Faure pour ramener la démocratie sur les rails. C'est après cela qu'il y a eu toute la normalisation qu'on vit aujourd'hui, le retour des bailleurs de fonds et tout ce qu'on connaît comme embellie démocratique. Je pense que c'est un travail qu'on lui reconnaîtra d'avoir fait avec le chef de l'État actuel, même si finalement il s'en va. Et sur le plan professionnel, on n'en parle pas beaucoup. Il a été quand même un bâtonnier qui a beaucoup fait pour les avocats au Togo. Ouais. Et là, on peut dire qu'il laisse un bel héritage, parce qu'il a un fils qui est un grand avocat dans un cabinet international. Donc aujourd'hui, là, on peut être fier de ce qu'il a pu faire. Mais il y a ces erreurs politiques-là qui lui ont collé à la peau jusqu'à la fin. Et donc aujourd'hui, est-ce que son parti, le CAR, survivra
après lui, avec cette tendance de ce parti à boycotter le scrutin. Et un président qui s'en va, qui finalement n'a pas pu préparer un véritable successeur. Et je pense que politiquement, aujourd'hui, ça va rester, s'il se réveille, il voyait un peu le mal qu'ont ces militants et ces cadres à redresser la balle, il aurait fait les choses autrement. Voilà, on est tous des humains. Il a vécu comme il pouvait, il a beaucoup apporté à la liberté, aux droits de l'homme, donc dans notre pays, à la démocratie. On ne peut que lui souhaiter un bon voyage. Avant de parler des cérémonies qui auront lieu à Couvé, son village natal, comme Germain Poli l'a dit, l'illustre disparu fut bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, premier président de la CNDH, président de la conférence internationale des barreaux, ce qui n'est pas donné à n'importe qui, Horus Dankovi. Non, c'est pas donné à n'importe qui. J'ai reçu des témoignages qui m'ont assuré justement de l'éloquence et de l'efficacité de Maître Aboyibo. Après, je pense que Germain et Adam ont brossé un peu la situation. Ce que moi je retiens de ce genre de personnes, c'est que alors, si vous voulez, ce qui nous permet actuellement ce soir d'être sur le plateau, de pouvoir s'exprimer avec un certain nombre de libertés, c'est le fait que vous avez tout un ensemble d'acteurs qui en 50, 60, 80, 90 se sont battus. Donc je pense que la première des choses, c'est leur rendre hommage. Après, il y a des choses qui ont été bonnes, il y a des choses qui ont été mauvaises, mais ce qu'il faut en tirer, ce sont les leçons. Et c'est justement là où se situe un peu, si vous voulez, la tristesse par rapport à l'histoire togolaise à construire. Parce que au Togo, on a un rapport très conflictuel à l'histoire. C'est-à-dire nos acteurs politiques, nos acteurs sociaux laissent très peu de livres, très peu de supports qui permettent aux générations futures de s'approprier les victoires et les erreurs et de corriger au fur et à mesure des projections. Ainsi, par exemple, Maître Aboyibo, par exemple, à ma connaissance, ne nous a pas laissé de mémoire. Ce qui pour moi est important. Parce que vous voyez, la plupart des acteurs politiques à l'extérieur, ils laissent des mémoires, de façon à ce que leur message politique ne soit pas vicié. En tout cas, l'idée qu'ils en font, toute la richesse qu'ils ont pu agglomérer au fur et à mesure des années, des victoires et des échecs, ils laissent un support qui permette aux gens de les étudier, qui permet aux gens de s'approprier de ce qu'ils ont vécu de chaud, de froid, tu vois, de leur victoire, de leur révolte, de leurs doutes. Et ça permet justement à la génération qui émerge de continuer. Le second bémol, c'est celui qui est très redondant au niveau de la politique africaine, au niveau des partis. C'est celui de ne pas avoir forgé son héritage. Il est un parti divisé. Et ce n'est pas le seul des partis qui a ce problème-là. C'est qu'on n'a pas quelqu'un qui émerge et qui se réclame de facto de son héritage. D'où le schisme de son parti. Et ça, c'est dommage, parce que lorsque vous voyez dans les autres pays, vous voyez le Parti démocrate américain, vous voyez, des mouvements forts comme la NAACP ou bien Nation of Islam, vous allez en Europe, vous avez le Parti socialiste, il y a toujours un legs. Dans un parti, il y a toujours des courants, il y a toujours un legs et il y a toujours des acteurs qui vont laisser un support sur lequel les militants de ce parti vont s'appuyer. Et je peux dire que s'il y a un regret, c'est cela. C'est-à-dire, c'est le fait que la génération qui est la mienne, la génération qui va suivre, n'a pas un support qui permette de lire quel est l'héritage de Maître Aboyibo. Edem Kodjo l'a fait, il a laissé quelques ouvrages. Mais il reste par exemple des ouvrages que l'on pourrait souhaiter de personnalités politiques de tous bords. Attention, de tous bords. Parce que je pense qu'il y a des choses à apprendre d'un Gilles Chrysolympio. Je pense qu'il y a des choses à apprendre d'un monsieur Barquet. Je pense qu'il y a à apprendre des choses de Kofigo. Voilà, de Kofigo. Ne serait-ce que par exemple la période très mouvementée mais très riche qui influence actuellement la politique togolaise, qui est celle de la conférence nationale.
c'est un sujet tabou au Togo. Je ne vois pas de chaîne togolaise passer, par exemple, des vidéos de la conférence nationale sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir, étudier, décortiquer et ainsi de suite. Donc si par exemple maintenant, demain, vous avez des étudiants qui sont en droit, en magistrature, en sciences politiques et ainsi de suite, qui ne peuvent pas revenir étudier des supports de ces hommes-là, avoir des témoignages de ces hommes-là, avoir des vidéos des grandes périodes historiques du Togo, afin de se les approprier, de se projeter, il y a un problème, parce que ça sous-entend qu'à chaque fois, on revient à zéro. Et c'est là le mal de la politique togolaise, et ceux d'ailleurs dont se plaint la plupart des populations, c'est cette sensation permanente de revenir à chaque fois à zéro, parce que justement, mais les anciens, les aînés, n'ont pas eu parfois l'humilité de transmettre. Alors, les cérémonies auront lieu dans son village natal, Kouvé. Adam Adjaranou, on disait qu'il est très attaché à son pays et surtout à sa localité d'origine aussi. Oui, parlant de localité d'origine, je pense qu'on ne va pas, disons, faire une opinion de régionalisme. Nous allons tout simplement dire qu'il était aussi attaché à la tradition. Mais permettez, avant que je ne revienne, de rebondir par exemple à un aspect, sinon à deux aspects soulevés tout à l'heure par Horus, parlant d'abord, disons, de cet héritage-là qu'il n'a pas laissé, lié d'abord à son parti politique, que comme je le disais tantôt, un des partis politiques qui risque véritablement de ne pas survivre après lui. Et ça, je pense que cela est compromis par le fait que lui-même... Peut-être que son fils va jouer le rôle. Non, mais ce ne serait pas... En tout cas, pour le moment, c'est très difficile parce que avant que son fils ne puisse prendre la relève, il faudrait quand même que son fils puisse être à l'avant-garde d'un certain nombre d'actes posés politiquement. Or, son fils n'est pas connu comme état d'homme politique. Il est très difficile, il peut être nanti, puisque de toutes les façons, tout le monde convient avec moi qu'on peut faire la politique quand il y a un peu de moyens. Il a également, mais c'est très insuffisant pour incarner véritablement, disons, l'idéal que portait ou l'idéologie que portait M. Abouibo lié donc à son parti politique. Et tout ceci, comme je le disais tantôt, est lié au fait qu'il n'avait pas toujours cet idéal de pouvoir passer la main, de pouvoir véritablement construire ou bâtir une génération qui puisse donc continuer par faire émerger ces idéologies qu'il portait. Première chose, mais la seconde chose également est liée au fait que lorsqu'on parlait du fait que lui-même en termes d'écriture n'a pas laissé un héritage qui puisse permettre à la génération à venir de pouvoir puiser un certain nombre d'éléments pour réécrire peut-être l'histoire à venir, mais je pense que nous, en tant que journalistes, on ne peut pas quand même aussi s'excuser. Et c'est en ce sens que moi, je l'ai toujours dit, que quoi qu'on dise aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir parler d'un journaliste réussi au Togo, tout simplement parce qu'il est très difficile que nous-mêmes, que côtoyons ces gens-là. Je pense que l'un de ces derniers journalistes qui l'ont côtoyé, c'est Germain Poli, tantôt, et que nous n'avons pas pris le temps de pouvoir écrire des ouvrages liés donc à ces personnalités-là. Puisqu'il est très difficile de pouvoir danser, de s'apprécier. C'est vrai, lorsque vous prenez Dem Kodjo, pour cette notoriété au niveau de l'écriture, il a écrit certains livres, mais liés à sa propre personne, il est très difficile de trouver des images parlant de Dem Kodjo écrites par lui-même. Et d'ailleurs, même si vous le faites, je ne sais pas quel sens cela puisse avoir dans l'attendement humain, dans ce que vous parlez de vous-même. Donc ça également, vous avez parlé des avocats, etc., mais également des journalistes. Mais là, non, je vous coupe pas. Il y a quand même un journaliste, Sébastien Bondoli, qui a écrit un livre sur Abouibo qui est paru ces derniers jours. Donc, non, je ne dis pas non, mais c'est venu quand? C'est à ça que je dis. Disons, lorsque nous prenons, disons... Non, il l'a écrit depuis. Et il croyait que Maître Abouibo irait et allait revenir. Donc, après le décès de Maître Abouibo, sa famille a tenu quand même à lire le livre avant qu'il ne paraisse. Tout ça a pris du temps, un peu de temps avant qu'il n'ait finalement le OK pour voilà. Pour le Il faut le féliciter, mais c'est que ce que je dis, c'est vrai que ces derniers temps, je fais partie quand même d'un certain nombre de ces journalistes-là qui ont révélé la chose et que nous pensons qu'il est très important que nous puissions aussi magnifier ces hommes-là qui ont marqué l'histoire de notre pays.
pendant qu'ils vivent, parce que c'est très important. Il y a encore de nous la n'en avons richesse. pas assez. Certains sont toujours là, Germain. Oui, il y en a plein. Oui, tout à fait. Je pense que l'idée c'est pas important, est là. c'est indispensable. Il faut le faire. Nous ne faisons pas ce boulot parce que le public ne peut pas avoir ces informations-là si les journalistes ne vont pas les chercher pour le leur donner. Et nous sommes assez paresseux aussi. Il y a très peu de confrères qui ont écrit. Là, je m'accuse principalement, mais ça va se rectifier parce que je suis sûr, j'écris 2 ouvrages depuis quelques temps, je n'ai pas encore fini, j'espère les finir un jour. Mais il y a Zeus de Liberté qui a écrit, il y a le directeur de Pyramide FM aussi qui a écrit un livre sur les martyrs, voilà. Et donc, Jean-Paul Agbo a écrit, et Gilles Bocco aussi a écrit un peu dans la poésie, un peu tout ça. Mais ils ne sont pas très nombreux, donc ces journalistes togolais qui laissent les ouvrages. Je vais écrire bientôt. Nous sommes obligés il faut qu'on corrige ça. Moi, j'ai quand même des ouvrages, j'espère qu'ils sortiront un jour, parce que c'est une critique qu'on doit se faire. C'est difficile d'écrire des autobiographies, c'est difficile pour des gens de parler d'eux-mêmes. Mais ils peuvent quand même revenir sur des événements importants, comme la conférence nationale, parce qu'ils ont été quand même des acteurs principaux. Mais en même temps, même là aussi, je crois que la presse togolaise est très paresseuse sur ce travail historique qu'on ne fait pas souvent, on est trop collé à l'actualité. Et moi, j'ai un avocat qui m'a contacté un jour quand Natchaba est décédé. Il me dit, mais vous voyez, il y a plusieurs personnalités qui partent. Et vous n'avez même pas, vous n'allez pas les voir et recueillir certaines choses avant qu'ils ne partent. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire. Je nous invite à faire ce travail. Mais quelque part également, c'est vrai ce que vous avez dit est vrai, mais au même moment aussi, n'oubliez pas que ces personnalités de leur vivant également, en tout cas pour certains d'entre eux, sont très fermés lorsque vous proposez ça. C'est difficile de pouvoir les percer, d'avoir des éléments probants pour véritablement finaliser des livres. C'est parce que je pense que ces personnalités qui sont fermées, je pense que c'est faire preuve d'ignorance, parce que le problème qui se pose au Togo et qui a nourri la plupart des conflits, c'est le on-dit. C'est-à-dire, en réalité, vous avez des personnalités politiques et on n'a que des on-dit. Lorsque vous prenez les crises togolaises de 80-90 et toutes celles qui vont suivre, vous allez voir que elles se nourrissent de beaucoup de on-dit sur l'histoire du Togo 50-60. Il n'y a pas d'ouvrage de référence avalisé par tout le monde, sur lesquels on peut se référer. Si par exemple actuellement vous vous levez, vous avez un acteur politique qui se lève et qui dit ok d'accord, en 90 voici ce qui s'est passé, voici ce qui a été dit, voici ce qui a été, soyez sûr qu'il y a 3 ou 4 qui vous fait le narratif, soyez sûr qu'il y a 3 ou 4 personnes qui se lèveront et qui lui diront tu as menti. Donc ça pose la question par exemple pour nous qui sommes des années 2000 d'avoir des ouvrages de référence qui nous permettent d'analyser le parcours de la construction de la nation togolaise et de partir de là pour pouvoir édifier ce qui doit être fait après. C'est là le problème. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que comme nous sommes retors à nourrir cette histoire-là et à la construire, au final, tous les acteurs, quand ils veulent se fournir en information, ils vont vers où? Ils vont à l'extérieur. Donc on va aller chercher l'écrivain français qui va écrire sur le général Yadema, l'écrivain français qui va écrire sur, Nicolas Lanson demain, celui qui va analyser la conférence nationale, avec lui, son prisme à lui, son analyse à lui. Tout à fait, et ça, c'est dangereux, parce que au final, notre histoire, on l'a remise encore dans les mains de l'autre. On est incapable nous-mêmes d'avoir un recul par rapport à cette histoire, de faire le bilan de ce qui a été fait de bien, de ce qui a été fait de mauvais, et de situer les personnalités dans l'histoire. Donc quelqu'un, par exemple, comme par exemple on a des cadors, par exemple, je prends le parti du RPT, qui a tenu le pouvoir pendant longtemps. Et quand vous avez des cadors, et ces cadors n'écrivent pas, n'expliquent pas, ils sont incapables de défendre la vision politique du parti sur 10, 20, 30 ans, il est tout à fait normal qu'à un moment, des personnes qui s'approprient cette histoire sans en avoir les détails
disent nous n'avons pas été d'accord avec ça, ceci a été vicié, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, tout simplement parce que vous avez refusé de communier avec les journalistes. Et pourquoi? Parce que dans toute l'histoire de la profession, mais vous avez considéré les journalistes, les intellectuels, les écrivains comme une sous-classe. Donc une classe qui ne sert pas à quelque chose. Oui, mais même moment également, c'est vrai ce qu'il a dit, certes, il y en a toujours jusqu'au jour de jour, et moi je l'ai toujours dénoncé, le fait que nous n'arrivons pas véritablement à valoriser des professions. Ça, c'est toute classe confondue au niveau du Togo. Mais au même moment, je me dis, pour se départir de cette tutelle-là, quelque part, c'est que le journaliste, c'est aussi par le passé, n'a pas fait preuve de professionnalisme. Parce que lorsque vous prenez le président Abbas Bonfo, qui est décédé récemment, lui, il était pratiquement hostile à toute demande d'être reçu par un journaliste, tout simplement parce qu'il a eu un passif assez lourd par rapport à cette profession des journalistes qui l'ont causé pas mal de problèmes. Et partant de là, il a coupé le fil. Et plein d'autres acteurs également sont également... Mais il n'y a pas que les journalistes, il y a les écrivains. Il y a les écrivains, les gens demandent confiance. On ne fait pas suffisamment confiance. Alors même s'il n'y a pas les journalistes, il y a les écrivains. Il y a les écrivains, il y a des sociologues, il y a des historiens. Vous le permettez, on va quand même parler. On a encore 2 minutes. Dokouvé, berceau des Aboïbo, qui va accueillir les cérémonies oui, tout à fait. Je crois que c'est un hommage mérité qui va lui être rendu parce que là-bas, il est un demi-dieu là-bas. Il a beaucoup fait, à commencer par la légalisation du whisky traditionnel, le Sodabi, qui avait connu de petits soucis dans les années 80-90. Il a dû se battre pour la légalisation, ce qui est resté pendant longtemps l'un de ses plus gros succès. On sait que c'est quelqu'un qui est très proche aussi des populations. Il est toujours présent quand il y a des décès, quand il y a des petits soucis. C'est vraiment le papa de ce coin-là, de ce coin du territoire. Et c'était normal, et c'est normal qu'il reçoive tous ces honneurs-là. Et je pense que ça va être assez spectaculaire ce qui va se passer, donc malgré la pandémie, c'est ce qui va se passer donc à Couvé. Et vous savez, les grands hommes, on les ramène toujours chez eux. On aurait pu l'enterrer en ville quelque part pour être plus proche de sa famille, plus proche en termes de distance, mais c'est des personnalités qui sont rattachées à leurs racines, à leurs ancêtres, qui eux déjà reposent là-bas et donc qui vont pouvoir vouloir être à côté de ces ancêtres-là. Et là encore, c'est le respect de nos coutumes. Je pense que c'est un grand homme et il mérite cela et on souhaite que tout se passe bien. Vous méritez également nos remerciements. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci également à Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. C'est un plaisir partagé. Maurice Donkovi, c'est un plaisir. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.